Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut Thomas, comment vas-tu? Salut François, très bien et toi? Ça va super, c'est toujours un plaisir de te retrouver. On est un peu complices sur un autre podcast qui s'appelle Essaimer le sens du voyage, qui est produit par l'ESCAET et qu'on a la joie de pouvoir co-animer tous les deux. On a déjà fait 3 épisodes. Hein. C'est vrai, on s'amuse beaucoup et moi je suis très fier et très honoré d'être aujourd'hui interviewé par le grand François Huette, n'est-ce pas? D'habitude je suis à côté de toi, là maintenant je suis en face de toi, donc ouais, je suis fier un peu et honoré, quoi. Moi, en tout cas, je suis ravi de t'avoir au micro d'Expérientiel parce que la première fois qu'on s'est parlé, c'était à l'époque où j'avais un projet de plateforme pour Expérientiel. Et puis, on m'avait parlé de différentes plateformes qui existaient, des plateformes de coopération, d'animation de réseau. Et je t'avais contacté et tu m'avais dit, bah, écoute, on prend un temps et je vais te montrer les coulisses de notre plateforme qu'on utilise sur Together. Et j'avais trouvé ça très sympa. Et je me suis dit, ce gars-là, non seulement il parle de la coopération, mais il vit la coopération. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant que tu partages un peu ton expérience sur ce sujet, vu que ce mois-ci, bah, on traite justement la question de la coopération, quelque chose qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on a besoin de sortir de cette compétition dans laquelle on a été formé, justement de rassembler beaucoup plus nos forces, nos expériences, nos savoir-faire, pour pouvoir co-construire ensemble. Et je sais que tu es aussi animé que moi pour un tourisme qu'on appelle durable ou à impact positif ou responsable. Il me semblait opportun de t'accueillir au micro. Voilà. Eh ben écoute, c'est vrai, je me souviens de ce moment-là, mais de cette rencontre qu'on avait eue là-dessus. Euh, et effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours drivé de partager. J'ai toujours cru à ça, j'ai toujours cru au partage plus qu'à la compétition. C'est quelque chose qui m'a toujours motivé. Peut-être si je te raconte un peu en fait, mon histoire, ça vient aussi professionnellement, ça vient d'assez loin en fait, parce que quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans un réseau d'agences réceptives qui s'appelle Terra Group. Euh, et déjà dans ce réseau, c'était un réseau hein, il y avait quoi, une quinzaine d'agences de voyage à l'époque dans ce réseau-là, et il y avait déjà cette coopération et cette mutualisation ouais, de force et d'outils. Donc en fait déjà là-dessus, c'est quand j'ai commencé à travailler avec eux. Après, je suis devenu associé chez eux et on avait déjà cet esprit de coopération. Et en fait, c'était quelque chose qui était fort et qui m'a toujours plu d'aider, enfin de ce côté solidaire. J'ai toujours eu la sensation que en groupe, on était plus fort que quand on était seul, quoi. Et effectivement, ça s'est retrouvé après. Hein. Aujourd'hui, je le garde et c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer le plus au quotidien, quoi. Vraiment. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même plusieurs activités. Oui, après Terra, en fait, moi je suis rentré en France et mon associé, qui était aussi le fondateur de Terra, Fabrice Pavlak, qui lui a toujours cru et a toujours poussé ces idées de collaboration et de coopération. Lui avait eu cette idée de monter un réseau mondial de réceptifs qui seraient tous indépendants et qui mutualiseraient les efforts pour se faire connaître, mutualiser les efforts pour faire des outils, pour développer des outils, etc. Et en fait, il parlait de ce projet depuis plusieurs années. Moi, je suis rentré en France et je suis allé sur un salon, je me souviens, un salon de réceptifs qui était organisé par Selectour, si je me souviens bien. Et j'avais vu en fait plein de réceptifs réunis au même endroit. Et c'est la première fois que je voyais plein de réceptifs au même endroit. Et je me suis rendu compte que les gars passaient d'une table à l'autre, ils discutaient entre eux, ils s'envoyaient des clients, ils échangeaient, etc. Et en fait, de, j'ai vu de mes yeux la coopération entre réceptifs. Et donc j'ai proposé à Fabrice de lancer ce projet avec lui et on a commencé à lancer ce projet qui s'appelle Together, donc avec un Z pour le French accent.
Et, euh, et donc voilà, et donc tout est basé effectivement sur la coopération. Et pour l'anecdote, notre premier site internet, l'image d'accueil, je ne sais pas si on pourrait le refaire aujourd'hui, on avait cherché des images d'animaux qui coopéraient. Donc on avait cherché par exemple des fourmis qui collaboraient entre elles pour faire un pont. On avait par exemple l'image d'un oiseau qui vient nettoyer les dents de l'alligator, le poisson pilote avec le requin. Et donc on avait mis que des images d'animaux qui collaboraient entre eux pour montrer que finalement, le plus intéressant, c'était cette coopération constante et que dans la nature, on la retrouve tout le temps, en fait. Exactement. On a besoin d'ailleurs de se reconnecter à la nature pour voir que on n'a rien inventé, que la nature, même entre espèces différentes, coopère pour pouvoir vivre et rendre service aux uns et aux autres. Donc vraiment, merci pour ça. Alors, Together, c'est quoi aujourd'hui? Alors, on est passé par pas mal de choses, mais en tout cas, le socle est toujours là. Together, c'est un réseau de réceptifs qui sont tous indépendants. On n'a pas de lien, on va dire, financier avec eux. On a une centaine de membres aujourd'hui. Et c'est des réceptifs qui sont tous, alors petit à petit, hein, parce qu'au début, on n'était pas là-dessus, mais qui sont tous engagés vers vers la transition, qui sont tous engagés vers un tourisme vertueux. Alors, dans ce qu'on entend par engagé vers un tourisme vertueux, on a tous des niveaux différents. Il y a le réceptif, on a dans nos groupes des réceptifs qui, le gérant ou la gérante du réceptif a ça en tête, mais ne fait rien potentiellement concrètement aujourd'hui. Et on a des réceptifs très très engagés qui aujourd'hui, eux, ont carrément bouleversé une partie de leur activité. Nous, on croit vraiment que de toute façon, l'important pour les réceptifs, ou même pour les professionnels d'une manière générale, c'est de bouger. Pourquoi? Parce que on est tous passés par le Covid, on s'est tous retrouvés à terre, et donc toute la difficulté, c'est qu'on continue d'allier la rentabilité de notre activité, qui est essentielle en fait, à on va dire, à aller vers un tourisme plus vertueux en même temps, de jouer sur ces deux jambes, parce que c'est pas si simple en fait. C'est essentiel aujourd'hui pour un réceptif d'être rentable, pour qu'il puisse être durable. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, en fait, nous, voilà, aujourd'hui, on mutualise des coûts, notamment sur la promotion, sur les événements, etc. Les réceptifs nous payent un abonnement et après, on organise différents événements pendant l'année où ils peuvent venir et se faire connaître auprès des agences de voyage. Et en parallèle, on a aussi toute une partie, on va dire, un peu de think tank, où on a un magazine qui s'appelle Ricochet, qui se veut être un magazine inspirationnel. Donc, on va aller chercher des personnes qui sortent du tourisme et qui peuvent inspirer les professionnels du voyage. Par exemple, on a été interviewé le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Circulaire, qui parle de l'économie circulaire, comment elle s'applique, en quoi elle est essentielle, comment on peut essayer d'imaginer l'appliquer au tourisme, etc. Voilà, on essaie d'aller chercher des personnes un peu comme ça, et on essaye d'inspirer les réceptifs à aller dans cette direction-là. Donc on a tenté pas mal de choses, on y reviendra peut-être. On a tenté aussi par exemple de former les réceptifs à la transition écologique. Euh, on a tenté, je dis, parce que ça n'a pas été simple et qu'on n'a pas réussi à convertir, mais on lâche pas l'affaire, on va essayer encore de le faire. Mais on y reviendra peut-être après justement sur comment on fait pour animer un réseau comme ça. C'est pas toujours simple, il y a quelques difficultés parfois. Aujourd'hui, sans réceptifs, ils sont à travers le monde? Ou est-ce qu'il y a des Partout. continents qui sont dominants? Ou est-ce que c'est aussi bien en Asie, en Amérique, en Afrique, au Moyen-Orient? Alors, nous, on a plus de membres qui sont vraiment sur des destinations lointaines. Une partie qui manque à notre panel, on va dire, c'est surtout des réceptifs Europe. On a du mal à trouver des réceptifs Europe, sûrement parce que le marché est structuré d'une certaine manière qui fait que on a du mal à les trouver. Sur l'Afrique, on en a quand même pas mal, mais le gros, on va dire, c'est quand même Amérique latine et Asie. C'est là où on a le plus de membres et c'est là où c'est le plus facile pour les recruter, quoi, on va dire. Et comment on rejoint Together? Est-ce qu'il y a des conditions? Alors, les conditions, elles passent par un entretien qui a lieu avec Martin qui travaille avec moi, ou avec moi, ça dépend de nos disponibilités. Ça passe surtout par là. En général, il y a une cooptation. Nous, on n'a pas beaucoup de sélection, à part le fait qu'on a besoin de s'assurer que le réceptif existe depuis assez longtemps, qu'il est assez stable. Alors, comment on s'assure de ça? Alors, on s'assure de ça parce qu'en général, un réceptif qui est là déjà depuis très longtemps, bah, on sait qu'il est plutôt costaud et qu'en général, il travaille déjà avec plein d'agences de voyage en France. Euh, un autre exemple, hein, c'est que tous les réceptifs qui sont avec nous sont en général chez Evaneos, par exemple. C'est très similaire, quoi. Voilà. Après, il y a certains réceptifs, on a des tout petits réceptifs.
qui débutent avec nous, on va dire. Notamment, par exemple, je pense à une réceptive qui est arrivée l'année dernière chez nous, qui travaille sur le Panama et qui se lance complètement son activité et elle intègre Together justement pour lancer son activité. Et en général, c'est très efficace. C'est encore plus efficace, on va dire, pour les petits, parce qu'on a beaucoup à leur apporter. Donc, on n'a pas une sélection, on va dire, drastique. Notre sélection, c'est surtout de s'assurer que les gens qui sont là ont envie de faire du boulot de manière professionnelle et qui sont, on va dire, efficaces. Ensuite, on est vigilant quand même au retour des agences. On en a très peu, mais quand on a des retours négatifs d'agences, ça nous est arrivé sur 7 ans de Together, ça a dû nous arriver 3 ou 4 fois, où des agences viennent vers nous et nous disent franchement, je suis passé par ce réceptif, ça n'allait pas du tout. Quand on a 2, 3 agences qui nous font le même retour, eh ben, on s'autorise à faire sortir le réceptif en lui expliquant que malheureusement, nous, on ne peut pas gérer le litige qu'il y a entre eux. Peut-être qu'il est de bonne foi, mais on ne peut pas gérer le litige. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas garder un réceptif, on va dire, qui a mauvaise réputation ou qui n'est pas bon dans le réseau, parce que ça impacte tout le reste du réseau. Donc on est obligé de faire une sélection comme ça. Mais en général, franchement, pour connaître beaucoup de réceptifs aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain sont en général tous très professionnels, très engagés, très motivés et font tous quand même la grande majorité font de la qualité. Les très mauvais ne durent pas en réalité. Ils ne tiennent pas sur la durée. 100 personnes aux quatre coins du monde. Tu me disais tout à l'heure, à 90%, c'est des francophones. Mais ceci dit, entre les différents réseaux horaires, les différentes cultures selon les pays dans lesquels ils sont, comment on arrive à animer une communauté aussi variée et en plus en distanciel? Parce que moi, j'ai animé des équipes avec une diversité culturelle, mais en présentiel, en gérant des hôtels, etc. Mais je pense quand même qu'en distanciel, ça doit être encore plus compliqué d'harmoniser les envies, les besoins de chacun et ne pas rentrer dans un sentiment de compétition vu qu'on est carrément dans la coopération. Bah, déjà, au sujet de la coopération, un truc qui est important, c'est que quand on est arrivé il y a 7 ans et qu'on a commencé à parler de coopération et qu'on a dit à des réceptifs, vous allez venir dans le réseau et vous aurez peut-être des concurrents, parce qu'en fait on a une carte où en fait on affiche les membres du réseau et on a dit sur cette carte vous aurez peut-être sur votre destination 2, 3 autres réceptifs qui sont vos concurrents et qui seront présents à vos côtés. La première réaction des réceptifs a été de dire mais jamais de la vie, moi je ne viens pas dans un réseau pour me mettre à côté de mon concurrent. On a dû leur expliquer que il y avait que ça n'avait en fait c'était une fausse vision du monde. En réalité, ça se passait pas comme ça parce que ils sont en concurrence tout le temps. Aujourd'hui, avec Internet, on est en concurrence tout le temps. Il suffit qu'un agent de voyage tape réceptif Cambodge sur Internet et il trouve tous les réceptifs qui sont au Cambodge. C'est pas compliqué, quoi. Donc en fait, la concurrence est fausse. La réalité aujourd'hui, c'est qu'un agent de voyage, pour travailler avec un réceptif, il se base sur l'humain. Et ça, nous, on n'a pas la maîtrise de ça. Si Geneviève de l'agence de voyage à Melun s'entend bien avec le réceptif au Cambodge, avec Paul, eh ben, elle s'entend bien avec Paul parce que c'est de l'humain. Et nous, on n'y peut rien, c'est comme ça. Peut-être que le concurrent à côté, elle s'entendra pas avec lui et qu'il est tout aussi bon, peut-être même voire moins cher, mais elle s'en fout. Elle préfère appeler Paul. Donc elle appellera Paul et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'humain est la clé en fait des relations commerciales et en fait c'est ce qu'on redisait à tous nos membres et aujourd'hui bon c'est devenu une habitude et ils acceptent plus ça et maintenant on a plus aucune difficulté. Donc on a un peu éduqué nos membres, je crois à ça et maintenant ils sont conscients de ça. Ça c'est un élément important. Ensuite, quel type d'animation alors tu fais? On organise surtout des événements présentiels, donc on organise des caravanes, qui sont des sortes de roadshows, où en fait on a une dizaine de réceptifs qui partent ensemble. Ceux qui veulent peuvent s'inscrire, ils partent ensemble faire de la promo pendant une semaine en France ou 2 semaines. Là, cette année, ils sont partis aussi au Canada pendant une semaine et ils font de la promo ensemble. Ces caravanes sont hyper efficaces et là, on est dans la vraie coopération parce que les réceptifs qui passent une semaine ensemble, une fois qu'ils ont fait leur rendez-vous avec les agences de voyage, le soir, ils boivent un coup et hop, on échange un tuyau sur tel client, sur tel outil, sur comment je gère mes équipes, etc. Donc ça marche très bien. Donc ça, on en fait, on va dire, 3, 4 semaines de caravane par an à peu près. Ensuite, on a beaucoup d'événements en marge de Top Reza, où on organise les petits-déj qui ont lieu
juste à côté de Topresa et dans une brasserie. Et tous les matins, là, cette année, on a tous les matins 30 réceptifs qui sont présents et on a les agents de voyage qui viennent prendre un café avec les réceptifs avant de repartir. Donc là, sur ces événements-là, ils se connaissent. Ensuite, on a aussi les après-midi, parce qu'on fait les goûters aussi. On fait les petits déjeuners, les goûters. Vous arrêtez pas de manger, quoi. Arrête pas de bouffer, quoi. On va tenter les apéros l'année prochaine, on verra. Mais on n'est pas sûr. Ça va nous coûter trop cher. Euh, et donc, l'après-midi, on fait pareil, des événements, des workshops, en fait, où les réceptifs se croisent et se connaissent, etc. Ensuite, pendant l'année, c'est la partie la plus difficile, c'est comment on fait pour animer la communauté de réceptifs. On a tenté plein de choses. C'est pas toujours simple parce que les réceptifs sont pris souvent toute l'année. Donc c'est pas simple. On a un groupe WhatsApp où on a tous les membres de Together et tous les réceptifs qu'on démarche sont présents sur ce groupe. Et là, je crois aujourd'hui qu'on est à peu près à 200 personnes sur ce groupe WhatsApp qui ne sont que des réceptifs dans le monde, qui sont tous francophones et qui n'est réservé qu'aux réceptifs. Donc là, en fait, on diffuse pas mal d'infos. Certains réceptifs aussi diffusent de l'info. Et on diffuse des infos, on diffuse de la veille, etc. Cette année, l'année prochaine, on tente, sur une idée de mon collègue Martin, on va tenter de faire une fois par mois des ateliers de partage d'expériences entre réceptifs sur des thèmes, par exemple sur le management, etc., où il y a un réceptif qui va venir, expliquer ce qu'il fait, lui, et puis les autres pourront échanger. En fait, la réalité, c'est que les réceptifs sont très demandeurs de ça, comme tous les membres d'une communauté, mais la difficulté après, c'est qu'eux, ils ont du mal à trouver le temps pour venir, et donc, voilà, c'est toute la difficulté en fait qu'on a dans cette animation de communauté, c'est continuer à proposer des choses, et c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qui est dur, c'est que tu continues à proposer des choses, et tu as jamais vraiment de retour à 100% de ta communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile. Je prends un autre exemple. Moi, j'écris des éditos pour notre newsletter qu'on envoie une fois par mois. Quand j'écris ces éditos, je n'ai aucune idée de la quantité de personnes qui me lisent. Donc j'écris des éditos et parfois je me retrouve devant ma feuille et j'ai l'impression d'écrire un édito à moi-même. D'ailleurs, une fois j'ai tenté, pour avoir des réponses, j'ai écrit un édito en disant je pense que personne ne me lit, sauf toi maman, donc je me permets de te raconter mon week-end, etc. Et là, justement, les gens ont rigolé et donc ils m'ont répondu et donc j'ai vu qu'il y avait des gens qui me lisaient et donc j'étais content. Mais donc l'animation de communauté en virtuel comme ça, il y a ce côté un peu frustrant que t'as pas de retour direct au quotidien en fait. Donc c'est pas simple. Ce qu'on sait, c'est que depuis 7 ans qu'on a notre réseau, le turnover des réceptifs est très faible. Les gens qui étaient là au début sont encore là. Je prends un exemple, Catherine de MyGlobe, si elle écoute ce podcast, a fait partie de la première caravane Together, qui était peut-être un des plus grands échecs commerciaux que la Terre ait connu. Mais pourtant, on s'est vraiment marré. Et il y a eu une ambiance très particulière pendant cette caravane. Et franchement, Catherine, que je ne connaissais pas, s'est retrouvée on avait organisé une caravane, donc on organisait un roadshow et on organisait à chaque fois des workshops où on avait invité des agences de voyage. Et on était un peu chaud et on pensait qu'il y a plein d'agents de voyage qui allaient venir. Et on n'a pas eu d'agences de voyage. On a eu très peu d'agences de voyage qui sont venues. On s'est retrouvé souvent tout seul avec avec nos buffets et on mangeait entre réceptifs, on bossait un peu et puis après, voilà, on repartait, quoi. Ça a été vraiment un échec. Mais Catherine de MyGlobe est toujours membre de Together. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle adhère à ce club, en fait, à l'état d'esprit dans lequel on est. On a une sorte de bienveillance, je crois, qu'on essaye de diffuser et qui plaît beaucoup aux gens. Et puis les gens, ils voient qu'on se bouge et que on a développé une image de marque, je crois, qui fait que les gens ont envie d'adhérer à ce club. Comme tu as envie d'adhérer à tu sais pas pourquoi tu as envie d'adhérer à un club, tu es dans ce club et tu es content d'en être et tu es fier d'en être et tu partages des valeurs communes et ça fonctionne comme ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça en fait dans l'animation de la communauté. C'est un travail long et diffus qui joue beaucoup sur l'état d'esprit de la communauté. Euh, et je me suis beaucoup renseigné sur comment tu animes une communauté et qu'est-ce qui fait qu'une communauté se crée en fait. Parce qu'il y a des gens qui essayent de dégager ça. Si tu regardes par exemple aujourd'hui un projet comme Time for the Planet est une vraie communauté, qu'est-ce qui fait que les gens de la communauté Time for the Planet sont vraiment dynamiques et ils participent beaucoup à la vie de la communauté. C'est parce qu'ils se raccrochent à des vraies valeurs, à un ton, et ils ont l'impression de faire partie d'une famille en fait. Et je crois que chez Together, c'est ce qu'on arrive à faire, ce qu'on essaye de tenir, et c'est pas forcément simple toujours, mais on essaye de le tenir comme ça.
Voilà. C'est c'est intéressant ce que tu dis. J'ai travaillé dans une coopérative et on n'était pas nombreux, hein, on était une dizaine. Et puis un jour, un de nos clients était la plus grosse coopérative vinicole du Var. Et puis je parlais comme ça, je disais, c'est pas facile d'animer une communauté. Il me dit, en effet, il me dit, moi pendant un moment, je me disais, j'ai 8000 membres, comment j'en ai, allez, peut-être 10-15% qui sont actifs, et puis il y en a beaucoup qui sont passifs, où je ne sais pas si j'ai un impact sur eux ou pas. Et je me dis, bah, à quoi ça sert de les avoir comme membres de la coopérative? Et il avait discuté avec quelqu'un qui était expert en intelligence collective, et il disait que c'était, dans toutes les communautés, c'était comme ça. Il y avait toujours un faible pourcentage qui était actif, et donc il était important d'avoir le plus de membres possible, parce que plus le nombre de membres était élevé, plus le nombre de personnes actives était élevé. Et que le problème de ces petites coopératives où il y a juste une dizaine de personnes, bah 10%, c'est une ou deux personnes, et ces personnes s'épuisent et la coopération disparaît. Donc, c'est pas facile. Et puis, il y a un truc aussi que tu as mentionné, moi, qui reflète aussi l'ADN du tourisme. C'est que on bosse beaucoup, mais ce lien humain où on aime bien s'amuser ensemble est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que je trouve que l'idée des caravanes, c'est de permettre à chacun de mieux se connaître, de rigoler ensemble. Et c'est génial. Alors, par rapport à ça, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que tu as observé, parce que ce que tu nous as décrit, c'est quand même très top-down d'une certaine manière, est-ce que tu as observé des synergies entre les réceptifs beaucoup plus horizontales? Bien sûr, il y a des groupes, on sait qu'à travers Together, il y a des groupes de réceptifs, enfin, il y a des réceptifs qui sont devenus copains, qui ont créé eux-mêmes des groupes à côté, qui font des actions communes. Donc ça, on le voit. Moi, je l'ai vécu même en caravane, où deux réceptifs sur la Tanzanie se croyaient concurrents au départ, et à la fin, on commençait à collaborer. Je l'ai revécu il y a la semaine dernière, la caravane Together et en ce moment, elle est en train de se déplacer. Là, il y a deux réceptifs en Équateur et ils se sont vus, ils ont discuté entre eux, et au lieu de se dire, ben non, mais on est concurrents, il faut surtout pas qu'on se parle, etc., ils ont commencé à partir dans des discussions, et il y en a un des deux qui a dit à l'autre, mais tu sais quoi, pourquoi on collaborerait pas en fait? Toi, tu as une spécificité, tu sais faire ça, moi, je sais moins bien le faire, est-ce que je pourrais pas passer par toi pour le faire en fait? Et, euh, et en fait, c'est là où tu vois en fait que le message de coopération qu'on essaye de mettre en place se diffuse en fait et fonctionne vraiment. Les gens acceptent finalement de coopérer. Donc oui, il y a de plus en plus de coopération qui se met en place. Pour prendre un autre exemple, nous, on invite toujours tous les membres des autres réseaux. Il y a d'autres réseaux de, de, de réceptifs qui existent. On les invite sur tous nos événements. On leur propose de venir. Alors, ils viennent pas tous, ils viennent pas souvent, parce que souvent, je pense qu'il y a un côté, ils sont tellement surpris qu'on les invite qu'ils sont un peu déstabilisés en fait. Mais en tout cas, on entretient des relations hyper amicales avec eux, et nous, on pense pas. En fait, dès que tu commences à penser différemment, c'est-à-dire que tu te dis qu'il n'y a pas de concurrence possible, et que en fait, finalement, chacun y trouvera sa place, quoi, s'il fait bien son boulot, ça fonctionne. Donc oui, entre réceptifs, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Il y a des petits groupes de réceptifs qui ont créé d'autres réseaux, même qui sont nés un peu de ce que fait Together. Euh, Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai envie d'y croire que c'est un peu pour ça qu'ils existent. Je ne sais pas si officiellement c'est le cas, mais j'ai la sensation que ça existe. On a vu des trucs apparaître après Together, après une fois qu'on avait lancé Together, on a vu d'autres réseaux se lancer. Euh, qui ont fonctionné plus ou moins, d'autres qui fonctionnent bien et qui s'inspirent un peu de l'idée de réseau qu'on avait développée. Alors, on n'a pas inventé l'idée de réseau, il y avait des réseaux avant nous, hein. Donc en même Mhm. temps, on n'a pas. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, je crois qu'il y a des choses qui se sont créées, oui. Euh, donc oui, il y a de la vraie coopération qui se met en place, bien sûr. Est-ce qu'il y a des futurs projets pour Together, justement, de développement de ce réseau? Écoute, sur le développement, on essaye de voir si on va pas attaquer un peu le marché anglo, parce qu'on a des réceptifs qui ont très envie d'aller voir le marché anglo. Donc on est en train de créer un peu on va voir, donc c'est en avant-première, même les réceptifs Together ne le savent pas encore. On va lancer je t'offre ça, François, ça me fait plaisir, c'est mon cadeau de la rentrée. Merci beaucoup. C'est, on va essayer de voir pour monter un petit.
on appelle ça le commando, on appelle ça la tribu. On va voir si on crée pas un groupe de 5-6 mercenaires qui veulent aller tenter d'aller attaquer le marché anglo en mutualisant et en coopérant. Donc on est en train de voir ça. On va le mettre en place dans les prochains mois. Comme je te disais, on va faire des ateliers tous les mois pour essayer de partager plus. On a Ricochet qui continue. Et on a dans notre tête, comme ça, enfoui depuis quelques années, mais je pense qu'un jour on y arrivera, de faire un vrai festival du voyage engagé. Voilà. On ne sait pas encore, mais en tout cas, on y pense beaucoup. On commence à réfléchir au format. Donc voilà, parce que mon associé Fabrice, qui est aussi le cofondateur de Together, vient d'acheter une ferme à Annecy. Et donc, du coup, on se dit que ça pourrait être intéressant de le faire sur son lieu. Donc voilà, on imagine ça. Est-ce que ce sera en 2025, en 2026? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on part, on part vers cette idée-là. Ouais. Au-delà de Together, la semaine dernière, tu as animé pour la première fois dans notre région sud le réseau PACA, hein, la région PACA. Hein. Alors, il y en a qui vont sauter au plafond parce que j'ai dit PACA, mais c'est pas grave. Euh, pour les acteurs du tourisme durable. Alors là, ça va être intéressant parce que toute cette expérience que tu as avec Together, la coopération, l'animation de communauté, ça va être quelque chose d'extrêmement bénéfique pour la région. Comment s'est passée cette première, tout simplement? Eh ben écoute, non, j'ai eu la chance ATD m'a proposé d'être référent local, ce que j'ai accepté avec plaisir. Euh, et donc l'idée, en fait, bah, on a organisé un premier événement où on a parlé justement, on a fait intervenir deux personnes. Alix Denoy, qui a un hôtel qui s'appelle l'hôtel 96 à Marseille et qui fait vraiment des pratiques de tourisme durable depuis toujours et voilà, qui avait plein de choses à dire sur le thème qu'on avait. Et puis Simon Hardy de Soprovence-Soalpes qui a un réceptif en Provence aussi. Et en fait, le thème, c'était autour de peut-on être durable et rentable en même temps. En gros, l'idée, c'était de dire peut-on faire de l'écologie tout en ayant une entreprise qui soit rentable. Et est-ce que finalement, est-ce que ça va ensemble, ou est-ce que l'écologie, c'est juste un truc d'idéaliste pour des gens qui montent des projets qui finalement ne sont pas rentables. Et le constat, c'est de voir que ces deux entrepreneurs qui ont des histoires différentes, mais en tout cas, ce sont des entrepreneurs qui ont un objectif de gagner de l'argent, qui n'est pas un tabou. Ils ont un objectif de gagner de l'argent pour payer leurs équipes, pour vivre, etc. Arrivent à allier les deux. Alors oui, il y a beaucoup de difficultés. Oui, c'est pas simple, mais en tout cas, ils y arrivent. Et ils nous ont partagé pas mal d'exemples là-dessus. Donc c'était très riche. Et on avait eu un petit groupe de 25-30 personnes qui étaient là, avec des institutionnels, des privés, des étudiants, des profs. Il y avait vraiment de tout. Et c'était très très riche. Et il y avait une très très belle énergie, avec une vraie volonté de tous de refaire un événement bientôt, parce qu'ils ont envie de mettre en avant clairement ce qui se passe en région PACA, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses très positives qui se font, et que ils m'ont dit discrètement, mais j'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même, qu'il y en a marre d'entendre parler de l'Occitanie et de la Bretagne, etc. Mais non, je rigole, bien sûr. Non, mais on voit souvent les mêmes régions qui sont très très dynamiques et pour plein de bonnes raisons. Et, Bien euh, sûr. et effectivement, ils ont envie que la région PACA soit, ils ont tous envie que la région PACA soit aussi reconnue que ces régions-là, et à juste titre parce qu'il y a beaucoup de projets. Donc on a prévu d'en refaire un en novembre, fin novembre. Donc voilà, on va fixer la date. Mais oui, oui, il y a une vraie volonté de développer un réseautage et puis de créer des synergies justement entre les gens dans la région. Bravo. Bah Et merci. c'est vrai qu'il y a plein de belles choses qui se passent dans notre région et on n'en parle pas assez. J'avais interviewé aussi le Cloître 13, qui était super avec Arnaud Castagnède. Et puis il y en a plein d'autres qui font plein de belles choses et on a besoin d'en parler et de mettre ça en avant pour justement essaimer, inspirer les autres à s'investir, à s'engager. Et puis il faut bien commencer par un premier pas, non? Bah bien sûr. Non, et puis après, enfin surtout, ce que tu constates, c'est qu'en fait, ça rejoint un peu Together, c'est qu'on s'était posé la question avec Together, par exemple, au tout début, est-ce qu'on fait une coopérative? Est-ce qu'on fait un groupe comme ça, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus pertinent de faire une entreprise parce qu'il faut quelqu'un qui centralise l'énergie, en fait. Et donc, il faut quelqu'un qui centralise l'énergie pour qu'ensuite, après, elle se propage.
Mais au départ, il faut quand même quelqu'un qui prenne les gens et qui dise on se retrouve là à telle heure. Sinon c'est difficile en fait. Les gens se retrouvent pas spontanément. Et donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire un peu avec ATD. Et puis j'ai eu la chance d'être accueilli par l'Office du tourisme et Estelle Lebris, qui était déjà référente d'ATD dans la région PACA, qui était administratrice et qui m'a aidé aussi à prêcher la bonne parole et à diffuser le message. Mais après, c'est facile. Une fois que les gens sont réunis, ils sont tellement tous pleins d'énergie que ça s'est fait tout seul, hein. Tu sais, c'était pas si compliqué. Le plus compliqué, c'était de trouver un traiteur. Après, le reste, une fois que tu as trouvé le traiteur, après, le reste, les gens, ils font tout seuls, hein. Ouais, exactement, exactement. Alors, j'aimerais conclure cette interview. Qu'est-ce qui te donne la banane dans la coopération? Qu'est-ce qui te met en joie? Bah, je crois que j'adore mettre les gens en relation et constater que ça crée encore plus d'énergie et que ça crée de nouveaux projets. J'adore quand sur un petit déj together, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: je galère avec ça, j'arrive pas à contacter tel client, et de lui dire: écoute, viens, je vais te présenter machin, et tu vas voir, machin, il connaît très bien ce client et il va t'emmener faire un rendez-vous avec lui, et tu vas voir, ça va se dépatouiller. Euh, J'en dégage une fierté, j'en dégage un plaisir. C'est quelque chose qui vraiment me. J'adore solutionner des problèmes, je crois, en mettant des gens en relation. Je crois que c'est ça qui me fait vraiment plaisir, que j'adore dans la coopération. Et puis j'adore ce côté. Je crois que j'adore la gentillesse, tout simplement. J'adore la bienveillance, la gentillesse, et ça fait partie de la coopération. Et je crois que j'adore voir le regard des gens être surpris quand tu es totalement ouvert en disant: mais non, mais il n'y a pas de concurrence, enfin avec plaisir pour venir à notre événement, viens là, tu n'es pas mon concurrent, viens, il n'y a aucun souci. J'adore voir la tête des gens se défaire en se disant: ah, ça je l'avais pas vu venir celle-là, et être content finalement. Ça dure quelques secondes, mais j'adore voir ça. Et puis parce que je crois, oui, je crois à ça, je crois beaucoup, je crois à la gentillesse, à la bienveillance, et je crois que c'est ce qui fait partie de la coopération, et je crois que c'est probablement ce qui changera le monde, peut-être. Je l'espère en tout cas. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. Tu nous as communiqué une belle énergie, une forme d'optimisme. Je te rejoins que la coopération, qu'on arrive à mettre des gens en contact et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se construit de là, et c'est comme c'est dynamisant, quoi. Ça, et on a besoin de ça dans le contexte aujourd'hui. Quand je vois ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, où on a vu tout cet enthousiasme, cette énergie, où tout le monde s'est nourri et y a pris du plaisir sans être un professionnel de tel ou tel sport. Je me dis que exactement, continuons la coopération et continuons à faire vivre cette énergie positive et qui va peut-être, je l'espère, nous aider à résoudre les défis et les enjeux qu'on a aujourd'hui. C'est sûr et certain que c'est ça la clé. Je crois, hein, je crois que l'homme est bon de nature, et que quand il aura retrouvé le fait qu'il est vraiment bon de nature et qu'il se remettra à collaborer avec tout le monde, euh, tellement de choses se solutionneraient de manière évidente. Enfin, Écoute, on va finir sur ces belles paroles. magnifique. Oh, C'est beau. vraiment génial. Merci beaucoup. Je finis mon interview avec le grand Thomas de toutes les heures. Ça, vous pouvez noter. Quand j'écrirai Voilà, mon bouquin, vous pourrez dire: j'ai entendu ça dans son interview il y a 10 ans. voilà. Merci beaucoup Thomas, à bientôt. Merci François. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.